Long rebound. Steph, no timeout with 6. At 5, Curry for the lead. The game's a game. The game's a game. The game's a game. The game's a game. Always. Bonjour à tous, nouveau podcast sur la chaîne Basket Session. Alors, on n'est que deux, on n'est pas trois cette semaine. Théo n'est pas là, mais Shai et moi allons enchaîner après le CQFR de ce matin. Un podcast, Shai, vu qu'on arrive en fin de saison, on a voulu faire un point sur les trophées. On en a fait un, je crois, dans une late session, dans un CQFR il n'y a pas longtemps. On verra si certains de nos avis ont changé. Spoiler, chez moi, il y a des choses qui ont changé. Pourquoi on fait les trophées maintenant? Parce que mine de rien, il ne reste que 3-4 matchs. Je ne pense pas que 3-4 matchs, ça impacte la course au trophée sur une saison de 82 matchs. Et on s'est dit qu'à partir de la semaine prochaine, on aura sans doute plus envie de parler de play-in, de play-off, de faire des focus un peu plus complets sur des équipes ou des séries. Et voilà, l'occasion de faire un peu le bilan de cette saison régulière qui n'est pas tout à fait terminée et qui est loin d'être décidée d'ailleurs dans certaines courses à l'Ouest, notamment les placements. On verra si ça a un impact sur le MVP ou non. On s'était dit que c'était le moment parfait. Shai, je te propose qu'on ne commence pas avec le MVP. Très bien. Et je vais d'abord te lancer sur un trophée où je pense qu'on a tous les deux le même joueur, sur le trophée de Defensive Player of the Year. Est-ce que tu es sûr qu'on a le même joueur? Je pense qu'on a le même joueur. Parce qu'en fait, en réfléchissant, On n'est pas sûr, mais... en réfléchissant encore ce matin, là, je sais plus ce que j'avais dit la dernière fois, c'est pour ça que je demande ça. Hein, mais est-ce qu'il joue dans une équipe qui est en tête de sa conférence? Tout à fait, mais ça remplace, ça peut. Il y a deux candidats là-dedans. C'est vrai. Mais moi, il joue dans la conférence Ouest. Moi aussi. Bon, t'as mis Lugensdort? J'ai mis Lugensdort en Très deep bien. boy. Je te laisse d'abord toi expliquer pourquoi tu mets Lugensdort. J'en avais un peu parlé, mais c'est-à-dire que le trophée était promis à Victor Wembanyama. Hein, je pense que ça c'était assez évident. Il y avait un consensus autour de lui, autour de ses performances, de sa capacité à être dissuasif et à maîtriser à peu près tous les aspects de la défense, même s'il est qu'en deuxième année. Donc maintenant que Victor n'est plus éligible, je me suis pas trop impliqué dans l'espèce de duo qu'on nous a présenté un moment, Evan Mobley, Jaren Jackson Jr., de joueurs qui font de très bonnes saisons, mais que j'arrive pas à me dire qu'ils ont fait une saison de DPOY, tu vois. Parfois il y a des saisons comme ça où le vainqueur c'est un peu soit par défaut, soit à la sensibilité des votants. Là pour Dort, je me dis, c'est peut-être parce que je me laisse influencer par tout ce que j'entends aussi et par les matchs que je vois. J'ai toujours l'impression que c'est le pire cauchemar de tous les attaquants qui affrontent OKC. Il est capable de défendre sur tous les postes. Cette année, il l'a fait encore. OKC a une défense magnifique. Tous les adversaires, de renom ou pas, te citent immédiatement Lugensdort comme le poison pour eux, le cauchemar. La très mauvaise soirée à passer, c'est quand il y a Lugensdort en face. Il est dur sur l'homme et il est bon autour du périmètre. Il est capable de défendre aussi au poste. Enfin, je trouve... je serais presque... déçu pour lui qu'il finisse jamais avec un titre de défenseur de l'année, et c'est pas sûr du tout qu'il l'ait cette année d'ailleurs, c'est un peu notre avis là, mais c'est un peu comme pour Jrue Holiday, il est tout le temps cité depuis 10 ans comme meilleur défenseur par ses pairs, jamais élu DPOY. Donc moi je me dis qu'avec ce qu'a fait OKC, qui a été bâti aussi beaucoup sur la défense, je trouve que Dort mérite, en tout cas il incarne l'idée que je me fais d'une grosse saison défensive pour un non-intérieur. Et tu sais que j'aime bien... ce serait rajouter un trophée pour rien, mais j'aime bien différencier les défenseurs intérieurs purement et les autres défenseurs. Moi, j'ai pas envie qu'il y ait deux trophées parce que de nos jours, justement, il y a beaucoup de switch. On est dans une NBA où on cherche absolument à faire venir l'intérieur sur un extérieur, etc. Ou l'inverse d'ailleurs. Donc, je serais vraiment resté sur un trophée. Je partage tout ce que tu as dit sur Lugensdort. Je vais donner une petite précision. Là, on va donner le joueur que notre DPOY, pas celui que l'on voit gagner. Okay, donc, c'est vraiment ou nos trophées pour chacun de nos trophées. Nous, selon nous, c'est tel gars qui mérite. Et tu as parlé de Jrue Holiday. Tu vas voir que moi, sur mes trophées, j'ai envie de donner au final mes définitions de l'interprétation du trophée. Je pense que souvent, le trophée de DPOY, il est... En fait, J.J. Redick a raison quand il a dit qu'il y a plein de trophées qui sont mal compris. Prenez l'exemple du Most Improved Player. Je trouve aussi que les médias comprennent mal les trophées, ou en tout cas la définition de certains trophées, même si elle est vague. Là, on a quand même un nom, le défenseur de la saison, le meilleur défenseur de la saison.
je trouve que le meilleur défenseur de la saison, peut-être même le meilleur défenseur de la ligue, c'est Lou Dort. Après, effectivement, la défense, c'est quelque chose de collectif, mais la meilleure défense collective, c'est de loin le Thunder. C'est l'équipe qui prend le moins de points sur 100 possessions et d'assez loin. 106 points sur 100 possessions. Le deuxième est à 109, ce sont les Clippers. L'écart est important. Par exemple, si on prend Cleveland, Cleveland n'a que la 9e défense de la ligue avec 112. Il y a 6 points de différence. Memphis est 11e pour Jaren Jackson Jr. Il y a trop d'écart. Draymond Green et Evan Mobley compléteraient mon podium à la limite. Mais vraiment, Lou Dort, tu l'as dit, fort sur l'homme, capable de stopper son gars en 1 contre 1, différents profils, il a de la taille, donc il a les atouts athlétiques, il a la motivation, il a l'intelligence de jeu. Après, évidemment, il y a un aspect collectif de la défense, mais là-dessus, je l'ai dit, le Thunder est en avance sur les autres équipes. Donc moi, vraiment, je le donnerais assez haut la main à Lou Dort. Jrue Holiday aurait sans doute pu en avoir si on prenait vraiment cette définition. Et je trouve ça injuste qu'il ne l'ait pas eu, en fait. Je trouve ça injuste qu'il ne l'ait pas eu. Je pense qu'il faut rétablir ça. Tu as raison, au final, tu vois, je sens le truc de venir de OK, Lou Dort, il n'a pas de deep boy, puis on arrive en playoff, on voit Lou Dort qui limite un mec à 20 points et 41% de réussite au tir, et on va se dire waouh, qu'est-ce qu'il est fort quand même sur l'homme. Tu imagines toute une série où tu as Lou Dort. Ah, mais pourquoi on ne lui donne pas le deep boy alors, si c'est le meilleur défenseur? C'est lui le meilleur défenseur. Je lui donne le deep boy. C'est aussi simple que ça. Je ne comprends même pas comment ça s'est écarté. Comment on en arrive à venir à Evan Mobley, à inventer des fois, tu sais, même pour. On se concentre sur les stocks, les interceptions ne veulent pas dire grand-chose par moment, les contres non plus. Moi, je viens d'une époque où on m'a appris que le contre, c'était le dernier recours, quoi. Après, bon, Victor Wembanyama, ses contres font que c'est un énorme protecteur de cercle, mais je sais pas, on a inventé des trucs, le roamer, c'est le meilleur roamer. Bah non, le meilleur défenseur pour moi, c'est Lou Dort. Je suis d'accord avec toi. Du coup, je pense pas je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il va gagner. J'ai l'impression qu'on en a parlé entre nous déjà. Il y a une petite campagne pour Draymond. Il y a la logique du classement aussi qui peut aider Evan Mobley. Attention, hein, tout ce qu'on dit là, c'est que les joueurs qu'on cite, c'est des joueurs qui ont fait de très bonnes saisons sur le plan défensif. Mais quand je pense à Evan Mobley, je pense pas d'abord à sa défense cette année. Tu vois, je pense au fait qu'il est monté en responsabilité offensivement, que je trouve qu'il a progressé. C'était déjà un très très bon défenseur. Sur sa saison, je le mettrai pas DPI. C'est peut-être lui qui va gagner et je crierai pas au scandale. Mais je trouve que Dort, pour toutes les raisons que tu as données, mériterait aussi. On pourrait mettre, alors peut-être pas parce que leur équipe est un peu trop loin, mais Dyson Daniels, Toumani Camara, ils incarnent vraiment l'idée que je me fais du défenseur non intérieur, encore une fois, parce qu'on les voit surtout dans certains registres. On les voit pas particulièrement sur le contre ou ces choses-là. Mais ouais, moi je mettrais bien Lou Dort et je suis curieux de voir où il va finir, s'il sera loin des premières places. Est-ce qu'on va pas avoir un trio Green, Mobley, Jaren Jackson comme par le passé où les intérieurs étaient toujours privilégiés? Jaren Jackson, il va sortir du top 3. Je pense que Jaren Jackson, il va sortir du top 3. Je serais surpris que Dort ne soit pas dans le top 3. Ah, quoique, il y a Daniels aussi, à voir. Mais Daniels, il aura des voix sur un autre trophée. Après, là, on rentre du coup dans un autre truc. À notre avis, qu'est-ce qui va se passer? Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, voilà, tu vois, on ne s'est pas concerté. On est d'accord pour Lou Dort pour ce titre. C'est juste que, à mon avis, et après, je me laisse un peu influencer par ce que j'entends. Je sais que certains des votants, je sais pour qui ils vont voter certains des gens qui ont un droit de vote. Je sais aussi qu'il y en a qui donneront leur voix à Dort, mais ça me semble, je ne suis pas certain qu'il le gagne à la fin. Yes, je te propose qu'on enchaîne avec, vu qu'on a parlé d'Evan Mobley, on va parler de Cleveland peut-être. Je vais te passer, moi, mon coach of the year. Et je tiens à dire que j'ai hésité. Je le donne à Kenny Atkinson. Kenny Atkinson est mon coach de l'année. J'ai hésité vraiment avec J.J. Redick. Je me suis tâté. Je me suis dit que peut-être quand même la saison de Cleveland était trop forte pour être ignorée, surtout pour une raison précise. C'est-à-dire pourquoi je trouve que c'est Kenny Atkinson le coach de l'année. Parce que j'ai réfléchi qui a eu, selon moi, le meilleur coaching, a vraiment tiré le maximum de son groupe, au-delà juste du talent du groupe, mais en termes de coaching. Vraiment, pareil, tu vois. Pourquoi on nomme pas souvent celui qui fait les meilleurs choix de coaching? Pourquoi on se dit tu sais, j'ai l'impression qu'on revient sur de la narration. Souvent dans le trophée, c'est telle équipe quand même. Tu vois, par exemple, là, la narration, il y en a qui auraient pu le donner à JB Bickerstaff. Tu vois, et il fait partie des candidats. Mais tu vois, cette équipe, elle s'est relevée. Et encore, pardon, j'ai pris un mauvais exemple. JP Bickerstaff, ça rentre pas tout à fait. Mais tu sais, souvent, il y a ce premier coach qui arrive. Et là, du coup, je me perds. Je suis désolé dans des explications. Ça pourrait être sur J.J. Redick, finalement, un gars que j'ai été proche de nommer. Mais ce nouveau coach qui arrive, son équipe tourne bien. On se dit, OK, allez, on va le nommer lui. Doc Rivers l'a eu comme ça avec Orlando. Enfin, bref.
Gigi Redick, je trouve pour le coup qu'il y a vraiment on voit du coaching. Donc c'était vraiment, je voulais le nommer, pas sur de la narration, pas juste sur le bilan, mais sur celui où j'ai l'impression qu'il y a les meilleurs plans, les meilleurs choix de coaching qui ont mené le plus haut possible son équipe. Et Gigi Redick rentrait totalement dans cette description. Mais je ne veux pas oublier non plus le fait qu'il a quand même eu Luka Doncic qui est arrivé en cours de saison, que ça a changé aussi la donne pour les Lakers. Et du coup, j'en reviens à Cleveland. Pourquoi Kenny Atkinson, au-delà du bilan, etc. C'est-à-dire qu'il a le même groupe que l'an dernier. Il y a quasiment zéro changement. Alors que je trouve qu'à Détroit, il y a des vrais changements. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais il y a des vrais changements. Il y a des joueurs, il y a au moins, à part un, les 3 ou 4 joueurs majeurs de l'effectif, c'est des mégas qui viennent d'arriver, tu vois. Alors qu'à Cleveland, les joueurs majeurs, c'est toujours les mêmes que l'an dernier. Les 4 ou 5 joueurs majeurs, c'est les mêmes que l'an dernier. Et il y a un changement drastique parce qu'il y a eu un changement de philosophie drastique. Et la philosophie de jeu, elle vient du coach. Et sur ça, je me suis dit, non, je suis obligé de nommer Kenny Atkinson. Moi aussi, je pense que je voterais très probablement Kenny Atkinson. En fait, il a tellement trusté tôt dans la saison ce trophée, tellement ils enchaînaient les victoires et on se disait mais c'est incroyable, ils ont la même équipe et il a changé la façon de jouer, c'est incroyable que la candidature elle s'est un tout petit peu essoufflée injustement, parce qu'ils font quand même là en ayant un peu ralenti, ils font une saison exceptionnelle. Du coup c'est tentant de nommer des coachs dont les exploits sont un peu plus récents, mais je pense que je mettrais aussi Atkinson. Et ce qu'en général on nomme, t'essaies d'expliquer un peu le trophée, c'est vrai que je me suis emmêlé les pinceaux sur tout ce que je voulais dire, mais... Non, mais si, moi j'ai compris, mais c'est souvent que on le donne à l'équipe, au coach de l'équipe qui a été la plus grosse surprise de la saison, en fait, tout simplement. Qui était attendu 8e et qui finit 3e. Et parfois, ça éclipse un peu les vraies performances des coachs quand même, tu vois. Parce que, pour moi, Udoka, ce qu'il fait avec Houston, il est dans la conférence Ouest. T'as vu le niveau des équipes qui se battent pour être là dans la bonne tranche. C'est pas un nouveau coach parce qu'il était déjà là l'année dernière, mais il a fait progresser son équipe. L'équipe a pas tant changé que ça quand même sur le papier. Il a utilisé des joueurs un peu différents et certains joueurs différemment. Donc moi j'ai vraiment hésité entre Atkinson et Udoka. Bickerstaff, je trouve que c'est fantastique ce qu'il a réussi à faire parce que certes l'équipe a un peu changé, mais comment tu peux imaginer, lui il rentre vraiment dans la description, nouveau coach qui arrive. Ils sont passés, c'est pas juste une équipe qui était meilleure et qui a fini plus haut qu'attendu, c'est une équipe qui est en train de finir dans le top 6, c'est-à-dire avec l'avantage, avec la qualification directe, alors qu'elle avait gagné 14 matchs l'année dernière. C'est invraisemblable. Ouais, vas-y. Mais tu vois, pour les Pistons, j'arrive à trouver des bémols en fait. Parce que l'an dernier, c'est pas normal que cette équipe elle gagne que 14 matchs. Tu vois, il y a eu un problème. Cette équipe, elle devait en gagner 25. Ça leur ferait quand même une progression spectaculaire, tu vois. Mais elle devait au moins 25. Elle devait déjà passer un cap. Il y a eu des blessures, il y a eu des soucis avec Monty Williams, il y a eu des trucs, tu vois. Et là, cette année, il y a Bickerstaff qui arrive et je ne veux pas lui enlever du crédit. Bien sûr qu'il se passe des choses, tu vois. Mais tu as l'évolution un peu logique de Cunningham. Alors, on pourrait dire que Kenny Atkinson, il profite de l'évolution un peu logique d'Evan Mobley aussi, tu vois. Bien sûr que le facteur n'est pas que le coaching, mais j'ai l'impression qu'il y a... Donc, il y a l'évolution de Cunningham, il y a l'arrivée des vétérans. Je l'ai dit, derrière Cunningham, franchement, tu prends les joueurs majeurs, c'est Tobias Harris, Malik Beasley, Tim Hardaway Jr. Et je serais même tenté de dire que Dennis Schroeder a eu plus d'impact. Après, il y a Ozar Thompson qu'il faut quand même glisser à un moment. Mais tu vois, il y a quand même ces gars-là. Tous les vétérans qui sont arrivés ont eu un impact énorme sur les Pistons. On enlève ces gars-là, je pense que les Pistons, ils gagnent 30 matchs. Mais le mérite, c'est d'avoir ces gars-là, c'est des mecs qui étaient soit... Alors, Has-been, c'est un peu méchant, mais Tim Hardaway sortait d'une campagne de playoff kata. Malik Beasley, il avait un peu l'étiquette de Cassos, très très bon, doué offensivement, mais qui n'était pas une garantie de fonctionner à Détroit. Tobias Harris, le mec se disait, il a eu des équipes qui étaient ambitieuses, mais finalement, est-ce que c'est pas juste un joueur moyen, qu'est-ce qu'il va faire à Détroit? Je trouve qu'il y a aussi le mérite quand même de Bickerstaff, qui est pour moi un coach parfait quand tu dois développer, faire passer un cap comme ça. Il a eu ses limites à Cleveland quand il a fallu passer la plus grosse marche, mais ce qu'il a fait à Détroit mérite, pour moi, il doit être sur le podium. Mais il y a même d'autres coachs qu'on peut citer, on ne va même pas citer Marc Daigneault alors qu'ils font une saison de ouf, mais vu qu'il l'a déjà eu l'année dernière, ça n'arrive jamais ou quasiment jamais. Donc on va juste dire qu'il a surfé sur une vague, mais il les a quand même fait encore progresser. Et dans ma shortlist, j'avais quand même mis Redick aussi parce que... alors pour ce que tu as décrit, pour voir le coach qui fait le plus de choses de coach intéressantes, c'est vrai qu'il faut vraiment rentrer dans le détail, voir les matchs, avoir une compréhension au niveau tactique et tout, que peut-être moi j'ai pas au moins, tu vois, et que du coup je suis ravi de ce qu'il a fait et des adaptations que j'ai comprises, mais
je pense que c'est difficile pour moi de le mettre plus haut que top 5. Ouais, moi, je l'aurais mis 2. Je l'aurais mis 2. Je l'aurais mis 2, vraiment JJ Redick. Après, Ime Udoka, j'aime bien ce que tu as dit. C'est vrai, Ime Udoka, il rentre aussi dans. Je suis d'accord en fait. Ime Udoka, c'est un vrai candidat au Coach of the Year parce qu'il a su insuffler quelque chose à son groupe en fait. Tu vois, toute cette énergie défensive, cette envie de se battre, etc. Tout ça, tu sens qu'il y a le message du Doka qui passe à travers ses joueurs et ça fait un candidat, ouais, peut-être le deuxième, peut-être le troisième, mais je l'aurais mis aussi assez haut. Je suis assez d'accord avec toi dans cette course au coach de l'année. On a oublié personne? Bon, après, Joe Mazzulla peut toujours être cité. Hein, si on cite Marc Degnaud, Mazzulla mérite d'être cité. Mazzulla, on n'a jamais eu d'ailleurs. Hein. Mazzulla, ouais, c'est récent parce que ça Il y a fait un pas es- si longtemps qu'il est là, mais Mais il y a une espèce de dédain des Celtics tu sais, que ce soit Jason Tatum pour le MVP, toujours ce non, mais c'est la meilleure équipe. Non, mais il se passe quelque chose quand même à Boston. Et Mazzulla, bon, après voilà, il ne l'aura pas, mais c'est pour moi un des meilleurs coachs de la ligue. Je te propose de passer au Roy. Je te laisse commencer, même si je pense qu'il n'y a finalement pas trop de surprises. non, il y a eu un semblant de suspense sur les dernières semaines. On voyait Zachary Rizaché et Alex Sarr faire des performances statistiques intéressantes, être de plus en plus à l'aise. Ça n'a pas suffi parce que Castle finalement est bien mis en avant dans cette version des Spurs sans Wembanyama, sans De'Aaron Fox. Puis il mérite, je veux dire, même quand les deux étaient là et même quand il y avait juste Victor, il était déjà très intéressant quand même. Donc c'est pas du tout volé. Je sais pas si ce sera si serré que ça. À mon avis, il va le gagner assez nettement parce que je vois pas. Je réfléchis aussi les votants. En tout cas, nous là, moi, ça me va très bien de mettre Castle au rookie de l'année. Il y a eu d'autres méritants, mais qui ont été peut-être moins réguliers que lui, on va dire. Lui a été relativement constant quand même. Quand tu regardes, il a toujours été bon. Il n'a pas vraiment eu d'énormes creux. Et il est pas sorti de la rotation à un moment. Il n'a pas eu une mauvaise série vraiment flagrante. Donc, sans grand suspense, moi je voterais Stephen Castle. Ouais, moi aussi, j'ai mis Castle. Pareil, même chose que pour le coach et le rookie de l'année. On parle du rookie de l'année, le meilleur rookie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire meilleur? Pour moi, c'est celui qui est le meilleur basketteur aujourd'hui. C'est cette définition que j'ai voulu prendre. Je ne m'arrête pas nécessairement aux stats. C'est pour ça que Jalen Wales, je le mets toujours plus bas en fait que d'autres gens, tu vois, sur le classement des rookies. Même s'il a des stats meilleurs que d'autres, je me dis, mais est-ce qu'il est forcément meilleur que tel ou tel joueur? Et sur le meilleur rookie, pour moi, il n'y avait que presque 2 choix possibles. C'était soit Castle, soit Zachary Rizaché. Même Alex Sarr, je le mets un peu plus bas que ces deux-là, même si statistiquement, il n'est pas si loin, il est même au-dessus de Rizaché. Et il fallait que je sois quand même objectif. Et objectivement, je pense que Castle est quand même un meilleur joueur que Rizaché. Bien sûr qu'ils ne sont pas tout à fait dans le même contexte que Rizaché doit faire avec autre chose. Mais je trouve que Castle, au final, sait aussi faire plein de choses qui impactent le jeu. Au-delà de la stat brute il va mettre des points. C'est un joueur capable de défendre. Il a montré qu'il était capable de jouer avec et sans le ballon aussi. Il a manqué d'adresse comme Rizaché par moment, et notamment de loin. Il n'est pas forcément très adroit de loin. Mais Stephen Castle m'a semblé être le meilleur rookie. Et je pense pareil qu'il sera élu assez nettement. En tout cas, c'est mon rookie de l'année. Je le mets quand même devant Rizaché. Après, dans les équipes, dans les 2-5 des rookies, il y aura des mecs qui ont été méritants aussi, qui avec sans quelques soucis, tu vois, Zach Edey, il a manqué un peu de temps et il a tout de suite été impactant avec Memphis. Hein. Jalen Wells a été très important sans faire des choses statistiques totalement dingues. Oui, bien sûr. La fin de saison de Boodzeli, c'est très intéressante et montre que voilà, Chicago peut quand même compter sur lui. Voilà, après, ici et là, on a eu des bonnes perfs aussi. J'ai bien aimé Isaiah Collier, Kelly Ware à Miami, c'était cool aussi. Mais bon, voilà, il y a moins photo que sur d'autres années, je pense. Ouais, aucun de ces gars-là me semble. Et bien sûr, et Wells, au passage, Wells, évidemment, est dans mon top 5. Tu vois, je pense qu'il mérite d'être dans la première rookie team. Juste, j'en vois pas un candidat au rookie de l'année. Mais derrière les 3 qu'on a cités, Sarr, Rizaché, je mettrais comme ça Castle devant Rizaché, qui est un petit peu devant Sarr. Et après, peut-être Wells, et c'est dur pour le 5e. C'est dur pour le 5e, mine de rien. Il y a eu pas mal de rookies intéressants. Mais il y a la distinction entre ceux qui arrivent à produire et ceux qui ont vraiment de suite un impact qui est parfois assez difficile. On a fait les 3 premiers trophées. On peut enchaîner avec un peu plus simple, mais qui, mine de rien, mérite discussion. Le trophée de 6e homme de l'année. Allez, c'est peut-être moi qui vais commencer. Je le donne à Peyton Pritchard.
C'est pas si simple Mais que ça, hein, c'est pour ça. c'est Pour pas revenir si sur ton simple. propos de départ, pour moi, c'est pas aussi simple que ça. Exactement, c'est pas très simple. J'ai hésité avec Malik Beasley, tu vois. C'est vraiment pas simple de savoir. Je voulais savoir un gars qui a vraiment de l'impact en tant que remplaçant. Pas juste, OK, je joue avec les titulaires, je rentre, je suis avec les titulaires. Je suis vraiment, quand je sors du banc, ça redonne une dynamique à mon équipe. C'est un gars comme ça que je voulais. Un Manu Ginobili, même si évidemment il jouait aussi avec les titulaires en fin de match. Et sur ce truc-là, j'ai mis Pritchard qui, lui, en plus, n'a pas forcément le luxe d'être aligné dans le clutch time. Donc vraiment, il est là pour rebooster son équipe. Le banc des Celtics est bon, mais il est bon notamment parce que lui est excellent, en fait. Sinon, sur les non alignés, c'est pas forcément le meilleur banc. Et ce qui fait la différence avec Beasley, j'ai parlé du clutch time. Beasley, il est sur le terrain en fin de match, tu vois, parce que son équipe est un peu faible. Et du coup, peut aussi profiter de ça en mode, t'es le joueur à qui on passe la patate chaude, tu vois, un peu comme Malik Monk à une époque. Et je trouve que Pritchard, il y a vraiment plus ce truc de je rentre et je redynamise mon équipe qui est déjà très forte et je vais être le leader vraiment de cette seconde unit. Donc, je l'ai donné à Pritchard, mais je trouve que Malik Beasley avait, et même DeAndre Hunter, s'il n'y avait pas eu le trade, je l'aurais peut-être laissé très haut. S'il n'y avait pas eu le trade. Moi, je pense que c'est peut-être le trade qui m'a un peu dissuadé parce que je sais pas si tu as vu, mais donc là, lui, il est à 17 points par match, à 47,6 au niveau de C'est l'adresse. le meilleur scoreur des remplaçants. C'est le meilleur score de remplaçant. Et il n'y a eu qu'un seul meilleur sixième homme de l'année depuis 2000 qui était au moins à 17 points, 3 rebonds à 47%. Je sais plus qui c'était, je l'avais lu. Mais en tout cas, il fait une saison assez remarquable en sortie de banc. Il a eu beaucoup de temps de jeu aussi pour un remplaçant. C'est vraiment gros temps de jeu. Moi, j'ai aussi hésité entre Pritchard et Beasley parce que il y a l'effet de surprise avec Beasley. Je m'attendais pas à le voir aussi prolifique. Il a quand même fait une saison à plus de 300 paniers à 3 points. Il y en avait 4-5 avant lui qui l'avaient fait. Et puis tout ce qu'il a apporté de positif et qui a aidé Détroit à être aussi bien classé. Après, Pritchard, il est vraiment dans l'idée de tout ce que tu as dit. C'est-à-dire et puis il a mis des paniers importants aussi, mais souvent, alors il en a mis pour faire gagner des matchs, mais aussi, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je regarde un match des Celtics et qu'il est sur le terrain, fin de deuxième quart-temps, il va toujours mettre un ou deux paniers qui cassent le moral de l'adversaire. Et tu te dis, ils ont déjà une équipe de fous. Et en plus, le second unit, il y a le petit gars d'Oregon qui ressemble à rien, qui va nous mettre un panier de n'importe où. Il a ce côté démoralisateur dès qu'il sort du banc que je trouve qui est hyper intéressant. Donc je pense que je voterais Pritchard en hésitant avec Beasley. Et puis Hunter, peut-être que sans le trade, j'aurais peut-être aussi voté pour lui. Et Ty Jerome a été blessé, il était énorme, je trouve, en sortie de banc avec les Cavs. Il a été freiné, mais alors lui... Il rentre typiquement Ty Jerome dans cette définition du mec qui redonne du dynamisme à son équipe. Hein. Il pourrait être assez haut au final, Ty Jerome. Hyper adroit, hyper bon gestionnaire. D'ailleurs. Je sais pas combien de matchs il finit la saison, mais j'ai l'impression qu'il a manqué beaucoup. Il a joué 54 matchs, donc effectivement, il n'aurait pas... pardon, non, il en a joué 68, il est éligible. À 12 points, 51% au tir, 43% à 3 points. Il mérite clairement d'être dans la discussion, Ty Jerome. Il sera dans la discussion, mais du coup, je pense pas qu'il sera élu. En tout cas, ça a été une des très bonnes surprises pour les Cavs, vu qu'il n'avait pas pu jouer l'année dernière quand il est arrivé. Non, allez, je le donne quand même à Pritchard. DeAndre Hunter, le truc, c'est qu'il est à 17 points sur l'ensemble de la saison. Mais déjà, il a joué le gros de la saison à Atlanta, où il est à 19. Et ensuite, il joue 25 matchs à Cleveland, où il passe à 14. Tu vois. Alors, il a toujours des bonnes moyennes, etc. Mais je sais pas, c'est peut-être un peu injuste pour lui. Sa saison est coupée en deux. Il y a deux contextes. Pourtant, il a été bon en tant que remplaçant dans les deux, mais j'ai du mal aussi à vraiment tu vois, je prendrais même plus Ty Jerome dans mon classement, dans ma hiérarchie, que DeAndre Hunter, ce qui est un peu injuste. Je pense qu'à Atlanta, il était parti pour faire effectivement une saison de meilleur sixième homme. Après, Pritchard joue beaucoup aussi. Hein. Il faut que je le souligne. 28 minutes pour Pritchard, 28 minutes pour Beasley. Sauf que Pritchard joue des fois dans le garbage time. Ça joue aussi. Mais je sais pas, dans ce côté dynamique. Par exemple, je trouve ça un peu dommage qu'un gars comme TJ McConnell, tu vois, soit jamais, pas cette saison, hein, soit pas assez mis en avant le sixième homme, qu'on soit que sur mais lui il rentre, il met des points, tu vois, les Lou Williams et Jamal Crawford, ce qui des fois d'ailleurs n'empêche pas un Lou Williams ou un Jamal Crawford peut rentrer dans cette définition que j'ai donnée moi on sent vraiment un impact quand il rentre sur le terrain et je trouve
OK, c'est le meilleur sixième homme dans le sens où c'est le remplaçant qui redynamise son équipe. Ça peut marcher pour Lou Williams et pour Jamal Crawford, mais je pense qu'un TJ McConnell a parfois été oublié. Je pense notamment peut-être la saison dernière, peut-être ou celle juste avant, où vraiment tu te dis: «Ah ouais, mais quand lui il rentre, ça crée tout de suite quelque chose pour son équipe». Et ouais, c'est pour ça que je me tourne vers Pritchard. Il y a un mec dont on n'a pas parlé, mais j'avoue que j'ai même pas regardé ses stats là, du coup, ce que ça donne. Je les avais regardés il y a quelques semaines, mais tu vois, dans l'esprit sixième homme, est vraiment capable de gérer le second unit, de mettre beaucoup d'énergie. Russell Westbrook, il mérite une petite mention, je pense. Tout à fait. Évidemment, il y a les lacunes, voilà. Et en plus, on sort il y a quelques jours, il est un peu incriminé sur la fin de match raté des Nuggets. Bon, voilà, j'ai encore plus de respect pour lui de le voir être aussi volontaire et aussi vaillant en tant que sixième homme, tu vois. Il y a un bémol sur Russell Westbrook. Si tu prends les stats de toute sa saison, il est à plus de 13 points par match. Mais en réalité, il ne faut pas oublier qu'il a joué autant de matchs en tant que titulaire qu'en tant que remplaçant, vu qu'à un moment, il était dans le 5 majeur. En tant que titulaire, il a des très bonnes stats. 15 points, 50% au tir, 34% à 3 points, 6 rebonds, 7 passes. Mais en tant que remplaçant, sur ces 36 matchs, 11 points, 39% au tir, 32% à 3 points, une petite baisse. Et même, je n'ai pas cité le plus-minus, mais son plus-minus, il est de plus 2,6 quand il est titulaire, moins 3,7 quand il est remplaçant. Après, c'est normal aussi, vu que quand tu es titulaire, tu vas jouer avec plus de minutes avec Nikola Jokic. Mais voilà, au final, le rôle de titulaire lui collait bien mieux à la peau que celui de sixième homme. C'est un bémol ça important. n'empêche pas qu'il mérite une mention. C'est un bémol important. Tu fais bien de le signaler quand même. Mais il mérite quelque chose, parce que c'est vrai que la période n'est pas bonne, mais il a quand même eu un impact dans cette équipe de Denver, en fait. On peut enchaîner avec un trophée qui est pour le coup très mal compris, je pense, celui de Most Improved Player. Je vais te laisser commencer sur le Most Improved Il est dur Player. celui-là, parce qu'il y a tellement de définitions différentes. Enfin, tellement de gens on le dit chaque année, mais est-ce que tu accordes à quel changement de statut tu accordes le plus d'importance? Est-ce que c'est un mec totalement inconnu qui devient un bon joueur NBA, un bon joueur NBA qui devient All-Star, un All-Star qui devient un franchise player qui devient une superstar? Enfin, il y a tellement. Puis chaque année, tu as l'impression que c'est jamais les mêmes critères pour les gens au final. Donc ça va encore être le cas cette année, je pense, parce que le joueur prometteur qui devient une star, ou un All-Star cette année, c'est Cade Cunningham. Je pense qu'il est favori aussi au niveau des bookmakers. Je pense Il beaucoup de l'est monde. plus. Il l'est plus. Ok, Non. intéressant. Mais en tout cas, il mérite d'être très bien classé dans ce classement parce que il est passé d'un joueur qui était un point d'interrogation pour moi. On en a pas mal parlé cette année. Cunningham, qui a été le chef de file de l'équipe, qui a énormément progressé. Et lui, il a montré vraiment des choses. Il a joué comme un All-Star. Donc déjà, rien que ça mérite. C'est une forme de progression quand même. Ensuite, un mec comme Dyson Daniels, par exemple, qui était totalement pas inconnu, mais méconnu. Il avait un petit rôle à New Orleans. Là, ça devient, en l'espace de quelques mois, un des tout meilleurs défenseurs NBA, un mec qui bat des records d'interception. Un type qui, un soir par-ci par-là, peut te mettre 20 points sans problème. Pour moi, c'est une progression impressionnante aussi. Donc, moi, moi, j'aime bien la définition de la progression vraiment. Tu passes de pas grand chose à un truc incroyable, et du coup je mettrais peut-être Dyson Daniels, tu vois. Moi aussi, j'ai mis Dyson Daniels. J'ai hésité, moi, même pas avec Cade Cunningham, j'ai hésité avec Austin Reeves. Mais le problème, c'est que c'est dur. Ce trophée, il est dur parce que personne ne regarde tous les matchs de toutes les équipes. Et parmi les votants, je suis quasiment sûr que personne ne regarde même tous les matchs. Si, peut-être ceux qui suivent vraiment une équipe au quotidien, ils doivent regarder quasiment tous les matchs d'une équipe. Mais du coup, c'est dur de quantifier la progression réelle, effective des joueurs. J'ai l'impression que Cade Cunningham, bien sûr qu'il y a de la progression, mais il y a surtout un changement de perception. Et la vision de Cade Cunningham, la vision globale de nous, fans de basket, avons de Cade Cunningham, je pense en dit long sur nos failles presque. Parce qu'en gros, il ne fait pas grand-chose de plus que l'an dernier si on regarde statistiquement parlant. Il était déjà fort en fait. Je trouve qu'il joue mieux, je trouve qu'il a progressé, qu'il a gagné en maturité. Ce qui est quelque part logique. On parle d'un mec qui a été drafté en première position, dont le début de carrière a été ralenti par des blessures. Il fait une saison à 12 matchs, qui a 23 ans. Bien sûr qu'il va progresser, tu vois. Et il a passé un cap en termes de compréhension du jeu. Il est passé de quasiment 23 points à quasiment 26 points. Il a progressé d'1 point en tant que pourcentage au tir. Il a le même pourcentage à 3 points.
il prend un peu plus de rebonds, il fait un peu plus de passes. Et par contre, effectivement, son équipe a passé un cap. Mais son équipe, elle a passé un cap parce que lui a progressé, parce que d'autres jeunes autour de lui ont progressé, parce qu'il y a des vétérans, parce qu'il y a un nouveau coach qui a trouvé une formule, etc. Donc moi, pareil, je serais un peu gêné de le donner à Cade Cunningham. Dyson Daniels, le bémol que je mets sur Dyson Daniels, c'est qu'il est passé de 22 minutes à quasiment 34 par match. Donc forcément, la progression chiffrée, forcément, il a plus d'opportunités, il a un nouveau rôle. Est-ce qu'il était déjà capable de faire ce qu'il fait là? Est-ce qu'il n'était pas déjà capable de le faire l'an dernier, tu vois? Je pense qu'il était déjà capable de. Je suis à 2 doigts de changer mon choix. Je suis vraiment à 2 doigts de mettre Austin Reeves. Alors explique l'argumentation pour Reeves du coup. En fait, Reeves, le problème de Reeves, c'est que déjà, je suis influencé par la deuxième partie de saison où il joue quand même avec Luka Doncic. Encore une fois, pareil que pour JJ Redick, ça simplifie la vie quand même. Tu vois, Mais Reeves, j'ai l'impression qu'on a un gars qui est devenu un vrai playmaker d'élite en fait. On a un joueur qui là aujourd'hui peut prendre une série de playoffs à son compte, pas en finale de conférence, pas en finale NBA peut-être, mais sur certaines séries avec un peu moins d'adversité, il est capable d'être le meilleur joueur de la série. Et ça, je pense qu'on ne pouvait pas le dire l'an dernier, même si sur le parcours 2023, au final, Reeves, il est très bon aussi, tu vois, et il a déjà un peu le ballon entre ses mains. Mais j'ai l'impression que voilà, dans sa manière d'aller chercher ses points, offensivement, surtout, il y a une vraie progression d'Austin Reeves. Son temps de jeu n'a pas beaucoup évolué. Par contre, il y a eu un vrai cap, tu vois. Il y a eu un vrai cap de passé. Ça ne se voit pas nécessairement dans les stats, même s'il passe quand même de 15 à 20 points, alors qu'il partage la gonfle maintenant avec LeBron James et Luka Doncic. Il est parfois le joueur qui a le plus de ballons aux Lakers sur certains matchs. Ce que j'allais te dire, c'est que ce qui est vraiment notable, c'est que LeBron le connaît bien, il fait plusieurs saisons qu'ils jouent ensemble, mais LeBron et Luka, parfois, lui laissent les clés du jeu dans des moments importants. Ils ont vraiment confiance en lui. Et en ça montre quand même qu'il a... Je suis d'accord avec toi, il a franchi un cap. Je sais pas si je pourrais le mettre voter pour lui en première place, mais oui, forcément, c'était déjà un joueur qui était sur la pente ascendante de toute façon. Hein. Et on l'a dit il n'y a pas si longtemps que ça. On a dit, notamment sur la période où LeBron n'était pas là. Je pense que c'était là, à ce moment-là. Il y a plusieurs matchs de suite où il cartonne et il est excellent et il est précieux. Et il joue comme un All-Star. En fait, pour moi, c'est un mec qui est dans les devenu... Money Time aussi, en fait, ouais. D'ailleurs. Pardon. Pour moi, c'est un mec qui a acquis le niveau All-Star. Il est pas All-Star matériellement, factuellement, pardon, mais ça y est, pour moi, il a le niveau All-Star, donc il y a une progression et il est légitime pour une candidature comme ça. Et ben, c'est quoi, je vais faire ma recherche. Je vais le donner à Austin Reeves parce que je voulais sortir des narrations sur mes remises de trophées. Et je trouve que Daniels, je lui ai donné là dans mon premier truc parce qu'il n'est pas Deep Boy. Et tu vois, une espèce de compensation. Et compensation, pour moi, c'est de la narration. Donc, tu vois, Daniels, on n'a pas vraiment la réponse. Donc, c'est pour ça que c'est un peu délicat. Et que je pense aussi que ça fait un bon candidat au MIP. Mais l'an dernier, il est peut-être déjà prêt à faire tout ça, en fait. Il est déjà un excellent défenseur, Daniels, aux Pelicans. C'est déjà un mec qui vole des ballons. Sauf qu'il a très peu de temps de jeu. Et là, d'un coup, il arrive aux Hawks. On lui donne 10 à 12 minutes de plus. On lui donne le ballon entre les mains. On lui donne un rôle. Il montre des choses forcément, mais est-ce qu'il n'était pas capable de le faire l'an dernier en fait? Alors que Austin Reeves, il avait déjà plus ou moins, il était déjà là l'an dernier, on lui donnait déjà la balle, mais il fait plus. Je vois qu'il fait plus, tu vois, je vois qu'il progresse, je vois qu'il est de plus en plus efficace dans ce système, dans ce domaine. Et je vois le cap franchi. Après, voilà, chez Daniels, on le voit aussi, mais parce que c'est un mec qu'on ne regardait pas, tu vois, qu'on voyait peu. Et d'un coup, on le voit beaucoup. Donc, ça donne l'impression, waouh, il y a une très forte progression. Mais bon, je pense que Dyson Daniels est aussi un candidat plus que légitime au MIP. Mais voilà, je change d'avis. Je le donne à Austin Reeves. Je pense vraiment qu'il a passé un cap, qu'il a passé un vrai grand cap. Cade Cunningham aura des voix, mérite aussi des voix, mais c'est pas mon most improved player, sincèrement, moi perso, toi non plus. Qui peut être cité? Il y en a un paquet. Faudrait regarder dans les odds pour le MIP. Je peux regarder en direct pour dire si les joueurs Evan cités. Mobley, je les ai. Austin Reeves est troisième d'ailleurs, c'est intéressant, mais il est loin, troisième loin derrière. Donc Daniels qui est premier sur celle que j'ai là, par exemple, Bet 300. Non, je ne vais pas faire la pub. Je ne sais même pas pourquoi je vais faire la pub. Dyson Daniels qui est premier, Cade Cunningham est deuxième, Austin Reeves, il y a Christian Brown. Intéressant, Christian Brown. Ouais, il a progressé. Lui aussi, il a plus de temps de jeu aussi, si je dis pas de bêtises. Plus de temps de jeu, il a un nouveau rôle. C'est vrai. Et puis après, c'est tous des joueurs jeunes de toute façon. Mais sacrée progression aussi quand même, Christian Brown.
Ouais, et Mobley, pour moi, il est légitime aussi dans la discussion parce que, pour les raisons qu'on a évoquées, alors il est devenu All-Star. Dans le jeu offensif, je le trouve plus dégourdi et plus alimenté aussi. C'est devenu déjà. Il passe les caps. Pour moi, c'est pas un cap ultra spectaculaire qui, du coup, nous fait dire c'est bon, c'est lui le MIP cette année, il a tellement progressé que voilà. Moi, j'avoue que je suis un peu trop. Peut-être qu'heureusement que j'ai pas de vote du coup, mais que je suis partisan de la progression chiffrée ou non spectaculaire. Et pour Daniels, est-ce qu'il aurait pu faire pareil ailleurs aussi, je sais pas. Ou est-ce que c'est parce qu'il a plus de temps de jeu qu'il est pas capable de plus produire, je sais pas. En tout cas, moi, c'est la progression qui m'a le plus marqué. Voilà, je vais prendre le truc comme ça. Ouais. Celle de Cunningham m'a marqué parce que elle s'est accompagnée des résultats de Détroit. Celle d'Austin Reeves, c'est pas celle qui m'a le plus marqué, c'est celle elle est tout à fait concrète. Hein, elle est vraiment, elle est réelle. Daniels, à chaque fois que je vois Atlanta, chez les Pelicans, je regardais peut-être pas assez bien, mais je le trouvais bien. Il avait un bon moteur, il était actif. Mais je pensais pas voir un type capable d'être DPI et en plus d'être un joueur all-around tout à fait compétent. Donc je vais mettre Daniels, mais je comprends ton choix. Austin Reeves, il est légitime. J'ai mis Daniels au début. Hein. J'ai mis Daniels au début. Je pense que Daniels, il y a un vrai truc. Parce qu'après, quand tu as un rôle plus grand, il faut être capable de l'assumer. Ça veut dire progresser aussi d'une certaine manière. Tu vois. C'est la même chose pour Brown. Brown, au final, il passe de 20 à 33 minutes. S'il est légitime, c'est évidemment que Daniels l'est aussi, qui passe d'ailleurs de 22 à 34. Mais du coup, il a assumé un rôle plus grand et il a réussi à briller dans ce rôle plus grand. Alors, ça, ses pourcentages au tir augmentent, toutes ses stats ont augmenté. Donc, il y a un truc, effectivement, quand même très pertinent chez Dyson Daniels. Et on va terminer, du coup, avec le MVP. Pareil, l'un des trophées les plus difficiles. Est-ce que tu veux commencer? Est-ce que tu veux que je commence? Je veux bien commencer parce que je pense pas que mon avis a changé. Après, on pourra en parler. Tout dépend, comme chaque année, de qu'est-ce que tu mets dans ces définitions. Qu'est-ce qui importe le plus pour toi dans le vote? Je commence par dire que Nikola Jokic est le meilleur joueur du monde et qu'il a peut-être jamais été aussi fort. Et du coup, ça va peut-être paraître incongru par rapport à ce que je vais dire après, mais je pense que la réalité marquante, la photographie que je retiendrai de cette saison, individuellement, c'est que Shai Gilgeous-Alexander a porté son équipe jusqu'à la première place du général, sauf cataclysme, et a fait l'une des meilleures saisons pour un arrière depuis longtemps, et que c'est ce que je vais retenir. Jokic, au-delà du fait que les Nuggets sont un peu plus en difficulté récemment et qu'ils peuvent peut-être encore finir 8e, mais je sais que t'aimes pas conditionner une récompense individuelle à une 4e ou une 8e place. Il le mériterait 1 milliard de fois, et s'il l'a, je serais ravi pour lui parce que ça le met aussi dans une classe de joueurs dans laquelle il mériterait d'être. Pour moi, ce que je pense retenir de cette saison régulière, encore une fois, c'est que oui, Jokic est un extraterrestre, mais c'est l'année où Shai Gilgeous-Alexander a porté OKC vers la meilleure saison de son histoire. Donc je vais en rester là. Ça veut pas dire, je considère que Jokic est un bien meilleur basketteur que Shai, mais je pense que le MVP de cette saison, en tout cas, moi je voterais pour Shai Gilgeous-Alexander. Voilà. Et moi, j'avais plus ou moins les. En fait, c'est pour ça que j'ai dit que là, maintenant, sur mes trophées, je vais essayer de me détacher de la narration parce que j'ai changé pas mal de trucs. Hein. Je crois que bah ouais, même là, le MIP, je viens de changer, mais il y a pas mal de trucs où à la base, je m'attachais à la narration. Et moi, un peu comme toi, en fait, moi, ça me fait chier, ça va me faire chier que si Shea ne l'a pas, ça me fera un peu chier pour lui parce que je me dis que s'il ne l'a pas là, en fait, il ne l'aura jamais. Ou peut-être jamais. Mais moi, mon vote, mon MVP, je vais le donner à Nikola Jokic. Je fais marche arrière sur tout ce que j'ai dit depuis des semaines. Parce que la définition de valuable, d'une manière ou d'une autre, quelle que soit un peu la manière dont on veut justement ce qu'on veut mettre comme sens derrière valuable, on se retourne vers Nikola Jokic. Et Théo nous disait, le seul argument de Shea, c'est la narration. Et je suis le premier à être monté au créneau et à avoir répondu par SMS. Bah non, c'est pas le seul argument de Shea. La narration, ils sont 16 victoires devant les Nuggets. Si on prenait les victoires de plus de 10 points, ça serait quand même Shea, ça serait quand même le Thunder qui serait premier, etc. Il y avait plein d'aspects sur lesquels je me dis, bah non, Shea il est le MVP, mais il est le MVP pour exactement ce que tu as dit, la photographie de la saison. Et j'aime pas tourner vers le non, mais le plus valuable, c'est Jokic, parce qu'en fait, très souvent, on va définir le MVP sera le meilleur joueur de la ligue, quoi, grosso modo. Et c'est quelque chose que j'aime pas, mais malgré ça, je suis obligé de reconnaître Nikola Jokic
à toutes les définitions du MVP, en fait. Sans lui, son équipe, elle est rien. Euh, sur une saison, sur un match, sur une possession, il y a trop de choses qui tournent autour de Jokic. Oui, il est le meilleur joueur, mais en plus, il est aussi celui qui rend les autres meilleurs. Genre, il n'y a pas un autre joueur qui sublime mieux ses coéquipiers que Nikola Jokic, tu vois. Donc, cette définition de valuable de rend les autres meilleurs, c'est Jokic. Cette définition de s'il n'était pas là, tu vois, ce truc un peu flou, un peu abstrait, c'est Jokic. Cette définition du le meilleur, juste celui qui produit le plus, statistiquement, c'est Jokic. Le meilleur en termes de niveau de jeu, c'est Jokic. Tu vois, j'ai l'impression que toutes les catégories, je me tourne en fait et je me dis c'est Jokic. Je ne sais plus, il y avait un CQFR, malheureusement, je ne me souviens plus de ma phrase exacte, mais j'avais donné une phrase sur Nikola Jokic. Et à ce moment-là, ça a tilté dans ma tête. C'était un CQFR de la semaine dernière et j'ai dit, mais ça, c'est exactement la définition du MVP en fait. Et jusqu'à ce moment-là, j'étais en mode non, mais il faut le donner à Shea parce que regarde, la saison du Thunder, elle est historique. On va se souvenir de ça. Ah non, non, c'est Jokic. Pour moi, c'est Jokic le MVP. L'ironie, c'est que les Nuggets sortiront peut-être au premier tour. C'est pas exclure. Hein. C'est pas exclure que les Nuggets sortent au premier tour. Jamal Murray, il revient pas. Peut-être que cette équipe de Denver, après que Jokic soit nommé MVP, elle sort au premier tour pendant que le Thunder va jusqu'en finale NBA. Tu vois, c'est pas du tout à exclure. Moi, je pense qu'il faut. C'est pas grave d'assumer la part de narration dans le truc parce que c'est aussi raconter quelle histoire on raconte dans quelques années, tu vois. Et je pense qu'au même titre que c'est pas grave que Jordan n'ait pas eu tous les ans le MVP sur des années où il a fait des trucs dingues, ce dont on se souvient vraiment, c'est les playoffs en fait. Donc, si Jokic il fait le taf en playoffs, qu'il les emmène encore loin, peut-être encore vers un titre, ça changera rien à sa place dans l'histoire en fait. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est important de distinguer ça. Donc, la narration n'est pas grave. Moi, je fais le choix un peu de la narration, je le reconnais vraiment. C'est-à-dire que ça fait plaisir qu'un mec puisse un peu plus rester dans l'histoire que ce qu'il aurait peut-être fait si... Parce qu'on sait pas, t'as raison, il n'aura peut-être pas d'autres opportunités d'être MVP. C'est une ligue avec des extraterrestres et il commence à en faire un peu partie, de manière peut-être moins surnaturelle que Jokic ou d'autres. Mais du coup, c'est pas grave. Parce que Jokic, c'est bon, sa place, elle est cimentée de chez cimentée et elle s'est pas terminée. Et sa place, la manière dont il va rester dans l'histoire, c'est dans les playoffs, tu vois. Donc pour moi, c'est pas grave s'il se fait, entre guillemets, voler un titre de MVP, comme Jordan s'en est fait voler, je sais pas, sur la saison où Karl Malone est MVP, probablement que ça aurait dû être Jordan. Il y a une saison, peut-être, le deuxième MVP de Nash, il est un peu discuté aussi. Bon, voilà, tu peux revenir tous les ans. Mais moi, je retiens, voilà, qu'est-ce que je retiens, quelle histoire on raconte dans 10, 15, 20 ans sur cette saison régulière-là. Oui, mais on raconte jamais l'histoire de la saison régulière, en fait. Non, mais c'est ce qu'on retient un peu par... Oui, mais t'as raison. On va retenir, là, on aura oublié ce qui s'est passé en régulière dans pas très longtemps, au final. Les playoffs vont nous marquer, et dans 10-15 ans, on racontera ce qu'a fait tel ou tel joueur ou équipe en playoffs, mais bon. C'est ça, parce qu'en fait, parce que moi aussi, comme toi, moi, j'aime bien cette idée de photographie. La définition que tu as, photographie de la saison, moi, je l'aime bien, ça me plaît, c'est souvent comme ça que j'ai procédé. Mais en fait, quand tu dis dans 10 ans qu'on va raconter l'histoire, mais on ne va pas raconter l'histoire de la saison régulière. On raconte jamais l'histoire des saisons régulières, en fait. Tu vois, des fois, ça coïncide. Par exemple, 2001, on est sur Allen Iverson parce que ça coïncide, parce que les Sixers y vont en finale. Mais si les Sixers ils sortent au premier tour, jamais en fait, tu vois, on se souvient pas que c'est la saison d'Iverson. Ouais, comme la saison de Nowitzki qui est MVP et ils sont sautés. Exactement. Et d'ailleurs, j'insiste là-dessus, c'est marrant parce que Théo après avait dit sur cette façon d'histoire, tu sais, ce truc que tu reprends, il a dit dans 10 ans, en fait, on se souviendra surtout que c'est l'année où Jokic il a pas eu le MVP alors qu'il aurait dû l'avoir, tu vois. Il avait dit ça et il a peut-être pas tort si Jokic n'a effectivement pas le MVP. Et il y a un monde où Jokic il prend le MVP. Là, cette saison, on lui donne, les votants changent d'avis, sont capables de voter pour Jokic. Et derrière, les Nuggets sortent au premier tour pendant que le Thunder va loin. Et là, ce qu'on racontera, à l'inverse, ça sera c'est la saison où on n'a pas voulu le donner à Shea et les Nuggets, ils se sont cassés la gueule parce qu'il n'y avait pas de Jamal Murray. Pareil, c'est vraiment une info importante, ça. Jamal Murray, c'est pas sûr qu'il joue les playoffs. On est sur un tout autre sujet, j'anticipe, mais tu vois, Jokic, il peut prendre son 4e MVP, sortir au premier tour. Et là, la narration change. Donc, tu vois, la narration, elle peut changer en fonction de ce qui va se passer après. Et du coup, voilà, c'est délicat la narration. Et d'où l'idée pour moi de rester sur qui est le plus valuable. Mais j'ai peur du précédent que ça peut... Si on fait ça, en fait, j'ai peur du précédent que ça peut poser. Parce que j'ai peur que du coup, mais en fait, Jokic, il est le MVP chaque année alors.
Comment? Est-ce que c'est pas la bonne année encore? Ce serait pas la première fois, mais est-ce que c'est pas encore la bonne année pour faire un co-MVP, tu vois? C'est un peu, Ah, mais je me mets en mode suisse, hein, les gens aiment bien les prises de position plus marquées, mais quand, enfin, tu vois, les débats que ça crée, c'est ce des serait camps. le hasard des votes, ça, l'histoire de Bien sûr. co-MVP. Ouais, bien sûr. Parce qu'il faut qu'il termine à égalité. J'ai pas regardé, je vais regarder les odds du MVP du Je coup, pense parce que que j'ai l'impression que Shea a les faveurs des bookmakers, mais bon. Alors, sur le Howard Tracker de Basketball Référence, Jokic est à 57%, Shea est à 33%. Ça, c'est Ouais, c'est le le Howard. tracker un peu bizarre. Hmm. Sur ESPN, au 31 mai, c'est Shea qui est en tête. Non, pardon, 31 mars, qu'est-ce que je raconte? Donc, c'était il y a une semaine. Mais tu vois, entre-temps, il a claqué un triple-double à 61 points et un autre avec 45, tu vois. Et il y a vraiment ce côté. Et l'ironie, c'est que c'est dans des défaites. J'ai presque envie de te dire que ça le sert en mode. Mais ça le sert. On revient de la narration. En mode, il est tellement fort, il est obligé de se surpasser pour mettre son équipe en position de gagner. On oublie presque qu'ils ont perdu ces 2 matchs, tu vois. Donc là, sur ESPN, on a effectivement Haché qui est en tête. Ils avaient fait leur point récemment là, où ils avaient interrogé des votants et Shea était en tête. Faut pas oublier que par contre, Jokic était en tête devant Embiid quand ils avaient fait le point l'année où Embiid le gagne. Là, sur un autre site, c'est Shea devant Jokic. Je peux continuer, allez, un dernier. Et là, on a Shea devant Jokic aussi. J'ai l'impression, en tout cas, quand on prend la température un peu sur... parce qu'il faut regarder les gens qui ont le vote, en fait. Là, cette année, c'est une année où Zach Lowe, par exemple, il vote plus. Zach Lowe, je pense que... Enfin, le connaissant un peu, à mon avis, ce serait parti sur Jokic. Il y a d'autres gens qui... beaucoup de votants aiment aussi le côté narration, donc c'est que ce soit bien positif ou pas. Je pense qu'il va le gagner, je pense que ça me conviendra très bien. Oui, Et que ça me conviendra aussi au que ce passage. sera pas grave du tout parce que au final on se triture pour un trophée de saison régulière alors qu'au final voilà, ce qu'on retient, les gens qu'on retient dans l'histoire, c'est ceux qui brillent pendant les playoffs, quoi. Mais ouais, voilà, à l'instant T je vote chez Gilgeous-Alexander. Est-ce que la place des Nuggets, on en a déjà parlé, je te relance quand même un peu dessus, est-ce que la place des Nuggets pour toi peut avoir une influence? Si les Nuggets terminent par exemple 7e, est-ce que tu trouverais ça abusé que Nikola Jokic? Mais s'ils sont 7e avec le même bilan que le 3e? C'est deux trucs différents. Oui, je me suis très souvent attaché au Avec classement. une victoire de moins, si tu veux. Parce que me s'ils suis- sont 7e, au pire, ils auront une victoire de moins que le 3e. Ouais, je me suis très souvent attaché au classement quand même. Je faisais partie de ceux qui disaient non mais le MVP peut pas être un membre hors du top 4, 5, 6, voilà. L'année où Westbrook l'avait eu, j'étais un peu bon. Ouais, ok, il y avait les triples-doubles, mais c'est quand même bon. Je pense que ça peut être un des facteurs déterminants. Pour moi, dans ma réflexion de vote, je pourrais me dire, allez, s'il faut vraiment lui trouver des arguments négatifs pour là dans cette campagne-là, peut-être que je mettrais ça, mais Jokic, il me fait réfléchir un peu différemment en fait. C'est ça le problème. C'est qu'il est tellement à part que peut-être que je réfléchirais différemment, mais voilà. T'es sur la ligne, il y a les deux, et je me dis oui, mais Jokic, son équipe a fini 7ème, l'autre il a fini en tête avec 15 victoires d'avance, et il est un des principaux responsables de ça. Peut-être que ouais, je le mettrais à son avantage, mais bon, tu peux aussi dire il a une super équipe. En face, les Nuggets, ils sont cette année, le supporting cast, même si c'est en partie le même qu'il y a 2 ans, quand ils sont champions, il est beaucoup moins performant. Et il manque des joueurs clés hein, quand même. Hein. Il manque des joueurs clés. Enfin, il manque. Bon, Bruce Brown, Kentavious Caldwell-Pope, quoi. Bruce Brown et KCP sont partis, ouais. Mais bon, la base, tu vois, il y a les mecs qu'on identifie comme vraiment clés, Aaron Gordon, MPJ, et même Brown, quelque part, il est toujours là. Pour moi, ils sont. Voilà, l'effectif devrait être plus performant que ça, en fait. Mais, ouais, pour répondre à ta question, s'ils ont le même bilan que le 3ème, non, je pense que je le mettrai pas à sa décharge. Si par contre, ils sont 7, 8ème, sans être à égalité, bon, c'est chipoté, je sais ce que tu penses de ça, hein, mais peut-être que c'est tellement serré que s'il faut départager, peut-être que je m'attacherai à ça, et peut-être qu'on peut trouver des arguments à charge contre Shea aussi, certainement. Hein. Après, Shea, il y a un argument aussi pour lui, c'est que oui, il a une équipe super forte, mais il n'y a pas eu de Chet Holmgren pendant un moment, il n'y a pas eu Hartenstein pendant un moment, il n'y a pas eu Jalen Williams pendant un moment. À chaque fois, le Thunder est resté performant. Et il est la base de cette équipe. C'est marrant ce truc de super équipe, effectif un peu moins profond, etc. Parce que c'est un peu la même chose avec Jason Tatum. Tu vois. Est-ce que du coup, ça joue en sa faveur, Nikola Jokic, d'avoir une équipe moins forte
dans cette course pour MVP parce qu'on entend souvent, et moi le premier à avoir dit, ouais, mais s'il n'est pas là, tu vois, ou Jokic, il porte complètement son équipe. Peut-être que ça serait moins le cas s'il avait une très bonne équipe à ses côtés. Est-ce qu'on le verrait toujours comme un candidat archi favori pour le MVP? Comment on traite ça? C'est très difficile, tu vois. Il y a plein d'aspects qui deviennent compliqués. J'ai l'impression que Jason Tatum n'est jamais cité pour le MVP. Pourtant, il est le socle des Celtics, tu vois. De la même manière que Shea est le socle du Thunder. Ouais, je sais pas à quoi attribuer ça. Peut-être qu'on a l'impression que quand il est pas là, ils s'en sortent très bien, qu'il y a rien qui est forcé, tu vois. Qu'on cherche aussi des statistiques hallucinantes. Elles sont très bonnes ces stats, attention, hein, mais. Et puis pour lui, peut-être comme pour... alors, c'est pas pareil, parce que Tatum a jamais gagné, il a déjà été bien placé, mais il a jamais été vraiment... il n'a jamais eu le MVP, oui. Voilà, et il a jamais été au coude à coude pour le gagner non plus. Il était pas très loin, je sais pas, son meilleur classement c'était 3 ou 4, je sais plus. Je sais même pas. Mais il y a l'espèce de fatigue des votants, tu sais. Jokic, là, clairement, ça on en a pas parlé, mais je pense qu'il pâtit de ça, comme Jordan a pâti de ça. Les mecs en ont marre de voter pour Jokic, ou en ont marre de le voir gagner. On veut, en tant que spectateur, que fan, une nouvelle histoire à raconter. On en revient à la narration. La nouvelle histoire, l'histoire fraîche du moment, c'est le petit Canadien sur lequel personne comptait, qui finit premier avec son équipe. Et bon, le Serbe, aussi génial qu'il soit, qui a même pas l'air plus excité que ça par la perspective de gagner un MVP, ça passe au second plan. Clairement, il pâtit de la fatigue, de la voters fatigue, comme ils disent. Ouais, mais ça c'est si on se place sur le coup de qu'est-ce que vont faire effectivement les votants. Écoute, Chai, on a quand même fait le tour de tous les trophées. N'hésitez pas à nous donner les vôtres justement en commentaire. Et si vous avez la foi, même avec vos justifications, savoir est-ce que vous retenez plus l'histoire, comme on vient d'en parler, est-ce que vous retenez plus ce qui vous semble le plus effectif, genre ok c'est le meilleur, le plus valuable, mais quelle est votre définition? Tout ça est très abstrait, je me rends compte vu le nombre de fois où je me perds dans mon fil de pensée, à quel point c'est difficile de mettre des mots et d'expliquer même parfois les trophées et ce qu'on pense sur tel ou tel sujet. Donc voilà, n'hésitez pas à donner les vôtres en com. Au passage, un petit like ou n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Je vois qu'on est très proche des 17 000. Ça peut être cool d'atteindre la barre des 17 000 abonnés. Ça fait bien longtemps que je n'avais pas regardé d'ailleurs. J'ai checké ça ce matin, donc je me permets de vous le relayer. On se retrouvera demain pour un nouveau CQFR, bien entendu. Et puis d'ici là, écoutez, bonne fin de journée à tous. Ciao, ciao. Ciao, à demain. Is out there, and it's either play or get played.